la bataille du multipartisme. On a imposé le multipartisme. Ça a été dur. Beaucoup sont morts. Mais ça a été dur. Mais on a réussi. Mon parti s'était endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 56 à 60 pour relever les défis du sous-développement. Ce multiparti ne pourrait que nous servir. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Nous pouvons faire le point. Posez-vous la question. Voilà la situation. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Posez-vous la question. 80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé. 500 francs. Un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan. Posez-vous la question. Vous le savez vous-même. L'Europe n'a pas de matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de discussions, non pas seulement au niveau du marché commun, mais il s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED. Nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Voilà la situation. Cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables, puissants, apparemment irresponsables. Mais je vous dis, nous voulons nous évader de cette situation-là. Nous n'envisageons qu'une seule solution. Le peuple dit que le temps de Gbagbo est arrivé. Quel remède? C'est un homme irréductiblement indépendant. Nous avons vu en lui un homme d'État. Digne, toujours constant. Il surprend à chaque fois. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Le trône est sacré. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Laurent Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2000. Des élections qu'il n'a pas organisées. C'est ça. Quand Dieu t'a élevé, tu ne dois pas repousser les autres. Tu dois leur tendre la main. Ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix. La paix pour tous. Pas pour un parti, pas pour un homme. Pour tous les partis et pour tous les hommes. Que la politique ne vous divise pas, au contraire. Donc c'est ce qui fonde toutes les démarches que nous avons engagées pour que le RDR, qui avait boycotté les élections législatives, revienne dans le processus électoral et dans le processus démocratique. Et c'est ce qui explique aussi l'organisation fin 2001 du Forum de la réconciliation nationale, qui était quand même prévu dans notre programme. Que vous ayez le même souci de servir le pays, mais dans la paix, dans l'amitié, dans la fraternité réelle. J'ai tenu dans la formation du gouvernement à honorer une promesse que j'avais faite au président Kérékou et Adema, qui était consignée dans une déclaration que nous avions faite ensemble. On avait signé qu'on allait aux élections. Mais que celui qui avait gagné associait au pouvoir les autres. Qui
ne sentez pas le pays de la vraie fraternité et n'agissez pas contrairement à ce chant. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons dans ce pays. Mais à condition que ce changement se perde dans la paix et dans l'ordre. Les gens pensent que la guerre, c'est forcément les armes. Quand vous faites de la discrimination raciale, les ferments de la guerre sont là. Afin que Gbagbo n'arrive, il n'y a pas eu explosion. Entre le PDCI et le RDR, les emprisonnements, les renvois de leur poste, systématiquement. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Posez-vous la question. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité. Vous le savez vous-même. Pas qu'il en a hérité. Et les problèmes, les Burkinabés les ont eu là-bas, mais ce n'est pas de son fait. Ah oui, posez-vous la question. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui avant d'aller en conseil de ministre, doit prendre voilà d'abord l'ordre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il n'y a que l'espoir de cette nation bénie. C'est encore possible. Tout ça qu'ils n'ont pas supporté. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. C'est l'indispensable. On ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif. Malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. Nous avons eu, principalement dans un premier temps, à travailler à restaurer la paix sociale. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux, pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. La question aussi de la reprise de nos relations avec la communauté internationale était aussi un élément fondamental. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire, surtout au plan économique, avec les déficits importants, faisait que nous avions l'obligation de renouer avec la communauté financière internationale. Posez-vous la question. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Nous voulons nous évader de cette situation-là et nous demandons à ce qu'on nous aide. Nous avons des hommes qui veulent travailler. Ah oui, posez-vous la question. Il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. Parce que quand on parle nord-sud, c'est bien l'Europe et l'Afrique. Nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. On parle de transfert de technologie. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques, scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Je fais un budget sécurisé pour dire comptons sur nos propres ressources. Voilà la situation. Confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. On a payé les fonctionnaires. Bon, les mois qui vont venir, on va les payer encore. Bon, vous voyez. C'est ça le budget sécurisé. Alors voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. Et alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun.
C'est ça le budget sécurisé. C'était un message à l'endroit des bailleurs de fonds, des États comme des institutions. Nous souhaitons que vous nous accompagniez. Le langage de l'intérêt commun. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. L'Europe n'a pas de matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique. De loin, le grand propriétaire des matières premières. Si vous ne venez pas, on fera quand même notre route. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Je fais un budget sécurisé. Et dans les familles, ça a été adopté comme tel. Quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire, comme Laurent Gbagbo, qui dit non, fini le privilège, et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine qui a été volée, détournée, pervertie depuis 1962, surtout sous Fouet, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial. On fera quand même notre route. Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. C'est quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. Que le pays industrialisé, qui voyant ses recettes diminuer de moitié pourrait fonctionner sans qu'il y ait de plus grave ne se produise dans le pays. En 2002, le président ivoirien a prévenu les Français qu'il était informé de ce qu'il y avait en préparation, une insurrection. Posez-vous la question. La France lui a répondu qu'elle n'était au courant de rien. 19 septembre 2002, c'est la guerre. Mon pays est attaqué. 300 personnes meurent en une seule nuit. Parmi elles, Robert Gueye, ex-chef d'État. Émile Bogadoudou, ministre de l'Intérieur et compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes. La nature de l'agression correspond totalement à ce qui est défini par ces accords et qu'en conséquence, nous devons faire appel à la France pour nous aider à repousser les agressions. Les Ivoiriens, ils attendaient énormément de la France. Ils attendaient énormément de la France, pas que militairement. Sur le plan diplomatique et politique, la Côte d'Ivoire a toujours été, j'ai envie de dire, la fille aînée de l'Afrique et de la France. Eh bien, les Ivoiriens, ils attendaient que la France s'engage, que le président Chirac s'engage pour restaurer la paix, l'unité du pays. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, ivoirien, si je puis dire. Michel Adio-Marie, qui était la ministre de la Défense, était venu pour le 31 décembre 2003 et Licorne, enfin le général qui commandait à l'époque l'opération Licorne, attendait le feu vert. Parce qu'on savait qu'il y avait des exactions au nord, qu'il fallait quand même qu'on réussisse à réunifier le pays qui était complètement scindé en deux. Et en fait, cette décision politique de dire oui, on soutient le gouvernement Gbagbo et on va rétablir la paix et la stabilité au nord de la ligne de confiance, eh bien cette décision n'est jamais venue en fait. Il n'est pas question que la France s'immisce dans ces affaires. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas, c'est maintenant vous comprenez pourquoi, non? La France a souscrit à cette partition du pays, avec au nord les forces nouvelles, et puis au sud le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? En visite officielle en Italie, le président de la République rentre. J'ai été là aussi réconforté par son attitude digne. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Mon pays est attaqué. Mon devoir est de faire front. Le fait qu'après les événements du 19 septembre 2002, nous ayons entendu que le président Laurent Gbagbo revenait de son voyage d'Italie, malgré les coups de feu, nous avons été comblés de joie. Et nous avons vu en lui
un homme d'État. Le soir même de son arrivée, je vais le voir pour dire, Monsieur le Président, dans 2 jours, il y a la réunion de la zone franc à Paris. Mais compte tenu de la situation, j'ai décidé de rester à vos côtés. Et le président me dit, va faire ton travail. Je ne t'ai pas encore nommé ministre de la Défense. Avant la table ronde de Marcoussis, j'avais rendez-vous avec lui ce jour-là à 18h. Et puis aux environs de 17h, la nouvelle est tombée que la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, venait de tomber aux mains des rebelles. Je lui dis, Président, excusez-moi, si on peut reporter notre rendez-vous, ce ne serait pas mauvais. Le temps pour moi de vous laisser, de vous concentrer. Il m'a dit, non, jeune homme, moi je suis toujours concentré. J'ai dit, Président, j'ai pensé que la situation allait vous perturber par rapport à la prise de Mans. Il dit, non, moi, je suis le dernier rempart. Si je panique, et mon peuple. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. La lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Posez-vous la question. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Pas avec des fusées. Quel remède? La mort vaut mieux plutôt que le déshonneur. Nous ne demandons pas l'aumône. Un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan. Nous l'avons refusé. Nous voulons nous évader de cette situation-là. Si vous ne venez pas, on fera quand même notre route. À Marcoussis, on a tout dit, sauf faire ce qui pouvait nous amener à arrêter immédiatement. Et on va faire endosser un accord entre partis par un chef d'État qui est invité après la table ronde de Marcoussis, et on entérine tout ça en présence du secrétaire général des Nations Unies, du président de l'Union européenne. Tout lui a été imposé. Le cadre, les acteurs et le programme à mettre en œuvre. Cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables puissants, apparemment irresponsables. Mais Marcoussis est un marché de dupes. Enfin, je veux dire, tous les Ivoiriens l'ont compris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on labellisait d'une façon très officielle des gens qui étaient des hors-la-loi. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Malgré notre constitution, nous avons une constitution présidentielle. Il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un premier ministre non élu. Nous l'avons refusé. Posez-vous la question. Est-ce que tout ce qui s'est passé dans l'intervalle n'était pas fait en sorte qu'on contourne celui qu'on considère comme chef d'État? Ah oui, posez-vous la question. Vous le savez vous-même. Ce que je reproche au PDCI, je vais plus loin, c'est qu'à Marcoussis, ils ont défendu la légalité. Ils auraient dû continuer à faire de la résistance parce que c'est dans la logique du PDCI. On ne peut pas soutenir les dérapages de l'armée française et s'allier à la rébellion. Ça n'a pas de sens. Posez-vous la question. Mais il les a acceptés. Il n'a pas voulu la confrontation directe. Nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Il n'a pas voulu la confrontation directe, mais au fur et à mesure, progressivement, avec les premiers ministres successifs, j'ai fait un budget sécurisé. Il a montré dans l'application les limites justement de ces accords de Marcoussis. Quand vous reconnaissez que quelqu'un est chef d'État,
et qu'il doit rester à son poste. Ça devient difficile de le contourner. C'est ça le problème, c'est le processus d'engagement. Une fois qu'on a dit quelque chose à l'occasion de négociations, c'est difficile de revenir en arrière. C'est un homme irréductiblement indépendant dans sa volonté de souveraineté. Je souhaite continuer avec vous le travail de restauration du pays que nous avons entrepris. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Le mercredi, ça fait à minuit, 3 jours après les élections, le rôle de la CEI est fini. Bon. Moi, je n'ai pas dormi. Puis, j'attendais devant le poste de télévision pour voir ce que la CEI va dire. Je suis candidat, donc je ne peux plus donner des ordres. J'attends les résultats comme les autres. Le jeudi, et ce que je dis là est important, c'est-à-dire le délai étant passé, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur qui est ici, il habite à côté, et l'ambassadeur des États-Unis, ils s'en vont chercher Youssouf Bakaïkou, lui seul, alors que sa parole n'est valable que quand c'est dans les 3 jours et quand il est entouré de tous ses membres. Parce que la CEI est composée de tous les partis. Donc pour que ça soit valable, il faut que tout le monde soit là. Il vient le chercher lui seul. Ce jour-là, comme le jour était passé, je l'ai appelé pour savoir où il est. Tous ses téléphones sont fermés. J'ai même envoyé Assidi Guégué chez lui à la maison. On s'en va se barricader. Moi, c'était pour voir ce qui arrive et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il a transmis effectivement les papiers au Conseil constitutionnel? Il a transmis et puis il a disparu. Oh, c'est l'ambassadeur de France des États-Unis qui le prend lui seul, qui s'en va au golf. Oh, le golf là, c'est le quartier général de mon adversaire. Pendant ce temps, à l'hôtel, le président Ouattara reçoit le délégué des Nations Unies, les ambassadeurs de France et des États-Unis. Toi qui t'assois là pour parler au nom de beaucoup de gens, c'est Dieu qui doit mettre la sagesse en toi. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Et celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Mais l'ONU dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Oh oui, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Charles Blégoudet, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Alassane Ouattara est le président reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui élit son président. Ce n'est pas la communauté internationale qui a reconnu M. Nicolas Sarkozy comme président des Français. Ce sont les Français qui l'ont élu et c'est la Cour constitutionnelle française qui l'a confirmé comme président. Ce n'est pas l'ONU qui a élu M. Sarkozy. Les médias français ont pris assez vite le parti pris anti-Gbagbo. C'est Ouattara qui est donné gagnant. C'est pas comme ça. Moi, il dit je suis élu. Tu as dit que c'était élu. Bon, appelons tous les frères du monde, venez regarder, voilà, les papiers sont là. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde de venir, on va discuter. Et ils vont compter, ils vont regarder. Ça, là, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui veut repousser les gens. C'est au contraire la parole de quelqu'un qui veut réunir les gens dans la vérité. Donc, j'appelle tout le monde entier de venir pour qu'on regarde qui est élu. Ils ne veulent pas. Que peut-on apporter, que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus? C'est-à-dire que des rédactions parisiennes estiment qu'elles savent tout et donc il est absolument impossible de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire sans condamner d'emblée le président Gbagbo. Oui, mais cela dit, les Nations Unies reconnaissent la victoire de Ouattara, l'Union africaine... Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique. Non, ce n'est pas l'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples de Côte d'Ivoire.
Pourquoi vous voulez nous mettre en dehors des règles, vous mettre dans une précipitation où on parle de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine? Non, non et non, madame. Voilà la situation. La commission électorale fonctionne sur un mode opératoire. Les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté? Non. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Les mêmes règles, la même loi qui a permis à M. Ouattara d'être président et la même loi qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour, c'était la loi du Conseil constitutionnel. Pourquoi accepter une loi quand elle l'arrange et quand il refuse? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Bon, vous savez, le problème de la presse française, c'est qu'elle est extrêmement suiviste. On parle de consanguinité des médias en France, c'est-à-dire que tout le monde répète les informations des autres. Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle est aux mains de qui? Et la Cour suprême aux États-Unis est aux mains de qui? Ah oui, posez-vous la question. Madame, je voudrais donc que l'on nous respecte. Quand nous parlons de la République, on ne parle plus de proches de qui que ce soit. Ici en Côte d'Ivoire, ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Pourquoi n'a-t-il pas refusé d'aller au second tour? Parce que ce Conseil constitutionnel-là est proche de Gbagbo. Posez-vous la question. La commission électorale à 90% est aux mains de l'opposition. Malgré cela, nous avons accepté d'aller aux élections avec eux. Alors chaque militant, chaque responsable en Côte d'Ivoire est au moins proche d'un leader politique. Donc je pense qu'il faut respecter les lois africaines, il faut respecter les pays africains. Le média qui va se démarquer des autres pour donner une opinion divergente, mais je crois que j'en ai pas vu pendant le temps où je suis resté en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu d'interrogation réelle. Mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. Madame, écoutez, nous sommes dans un pays qui a ces institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. Vous avez dit, nous, Américains, on est au-dessus de la loi internationale. Mais comme c'est les plus puissants du monde. Puissants, apparemment irresponsables. On dirait qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes en Sri Lanka. Il n'a pu rien faire. Il n'a même pas osé. Il y a eu des problèmes à Gaza, comme vous le savez. Il n'a plus rien fait. Il y a même les situations, comme l'a rappelé le président, les situations qui se passent en Irak, où sur la base d'un mensonge, on est arrivé en Irak et il y a eu, je crois, 1,5 million de morts. C'est rien. Rien ne se passe. Ah oui, posez-vous la question. Vous voyez, on se pose des questions que vous devez vous poser. Si des gens viennent de milliers de kilomètres pour dire c'est lui qui donne le chef, il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. Bon, alors je vais encore être obligé de dire la vérité, puisque je suis un peu spécialiste de cela. Pour M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara. Posez-vous la question. Tout le monde a envie de mettre la main sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est plein de ressources naturelles. C'est toute la question de savoir si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Et puis il y a des pays qui sont pauvres. Ils s'en foutent. Et puis il y a des pays qui sont tellement riches que même s'il n'y a pas d'élection, ils ont peur de perdre les relations avec ces pays-là. Donc ils ne disent rien. Il y a des intérêts supérieurs qui font qu'il y a les bons dictateurs et les méchants dictateurs. Il y a des intérêts économiques qui sont bien supérieurs aux intérêts politiques. Et il faut que vous sachiez ça. J'appelle donc les Français à la prudence lorsqu'ils portent un jugement sur ces affaires internationales. Quelle est vous clairement votre position? Je vous remercie de cette question qui me fait très plaisir à répondre. La France s'est immiscée dans la discussion rude qu'avait entre les Ivoiriens et à cette discussion à laquelle elle n'aurait jamais dû se mêler. Il fallait respecter de manière extrêmement scrupuleuse l'indépendance des Ivoiriens. Il a été aussitôt organisé contre M. Laurent Gbagbo une sorte de pression internationale car son régime déplaisait le Front populaire ivoirien
beaucoup à la droite internationale, qui depuis des années manipulait leur marionnette, M. Ouattara, qui a précédemment nui au précédent président et au précédent encore avant. Merci de m'avoir posé cette question, elle me permet de dire ce que je pense aux Ivoiriens qui se trouvent en France avec toute mon affection. Des gens viennent de milliers de kilomètres pour dire c'est lui à qui donne ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et ce que nous disons à M. Gbagbo aujourd'hui, il faut absolument qu'aujourd'hui, il l'arrête et par conséquent, il reconnaisse sa défaite. Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. Le président de la République a dit très clairement à M. Gbagbo, les ambassadeurs vont être nommés par M. Ouattara. C'est pas comme ça. Ce sont les ambassadeurs de M. Ouattara qui vont s'exprimer dans toute la communauté internationale au nom de la Côte d'Ivoire. La crise ivoirienne est toujours dans l'impasse. Alors, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, de côtoyer des forces nouvelles à l'occasion de négociations sur le désarmement, à l'occasion de rétablissement d'accès de circulation et de communication. Et en fait, nous avions en face de nous tout sauf des militaires. Et c'était, à part un ou deux qui étaient conscients du rôle majeur, en tout cas du rôle militaire qu'ils avaient, le reste c'était des chefs de bande. D'aucuns diraient des chefs de gang. Les troupes du président élu Alassane Ouattara, rebaptisées Forces républicaines. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Vous êtes prêts là pour partir au combat là? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Donc ça a été très très dur culturellement de pouvoir entamer des discussions, je parle même pas de négociations, mais déjà des discussions avec des gens qui étaient bardés de gris-gris, qui étaient tout sauf une armée organisée et loyale. La plupart portent des amulettes, des fétiches, en qui ils ont placé leur confiance. Ça sert à quoi ça? Ce sont mes gris-gris qui me protègent contre les balles, les obus. Ces combattants sont des broussards qui ne connaissent pas Abidjan. Ne fais pas confiance à les arbres là. Et c'était absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que nous, on était armée traditionnelle européenne, structurée, hiérarchisée. Et en face de nous, on avait des gens qui avaient uniquement du pouvoir par la violence, par la terreur qui faisait régner. Des gens qui étaient sans foi ni loi. Dans le quartier de Yupungon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime. On t'a pas dit de ne pas parler encore. Tu veux dire quoi? On t'a pas dit de ne pas parler encore. Faut parler encore. Pris sous le feu de quelques snipers, les soldats du colonel Ouattao décident de se faire un bouclier de ces hommes. Des civils raflés dans la rue. Désorganisés, mal armés et mal commandés, sans savoir qui leur tire dessus, les hommes déchargent leurs armes n'importe où et dans toutes les directions. Dans la pagaille, l'un des otages est tué, victime d'une balle perdue. Votre copain il est mort au milieu là-bas? C'est quoi qui lui arrive dessus? On tirait sur lui. On tirait. Non, c'est lui qui c'est quoi? Tais-toi! Moi, ce qui m'a rendu un petit peu amer, c'est de voir la ville d'Abidjan, donc l'année dernière, livrée à ces gens-là, qui ont soutenu, alors pourquoi, comment le président Ouattara. Ça sera toujours une grande interrogation. Quel a été le deal qui est passé entre ces chefs de bande et le président de Ouattara? Ça, je l'ignore. Ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Guillaume Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète, c'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. Ils ont dans leur viseur la résidence présidentielle, mais pour autant l'objectif n'est pas à leur portée. Et Gbagbo, il est dans le bunker. On va creuser comme un rat, il va sortir, c'est sûr. Voilà, c'est clair. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous parler et de parler ainsi aux Français. Monsieur le Président, vous êtes actuellement à la résidence du Président de la République. On dit que vous êtes dans un bunker avec votre famille.
Et vous pensez que vous pouvez rester dans ce bunker? Mais mon problème n'est pas de rester dans un bâtiment ou pas. Mon problème est qu'on trouve une issue à cette crise. Il n'y a aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. On est prêt à le déloger et puis le tuer et puis maintenant on avance. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles, après des destructions de tant de vies humaines. Quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Les discussions continuent. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Plus question de discuter avec Laurent Gbagbo. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». En décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout nyagami. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix. Des phrases de ce genre amènent l'instabilité. Et vraiment, je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Donc ceux qui prennent la force militaire, je pense qu'ils font faux bond. De grâce, si vous voulez faire de la politique, écartez de la Côte d'Ivoire la voie du sang. On parle de 173 morts depuis le début de cette crise. Je ne suis pas au rendez-vous du sang. Le sang n'a pas coulé en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter que M. Ouattara et son équipe, avec à la tête le rebelle Guillaume Soro, puissent être dans la capitale abidjanaise et concocter des plans militaires avec le soutien de l'ONU et venir attaquer les Ivoiriens. En ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Alors vous avez menacé à plusieurs reprises d'attaquer l'hôtel du Golfe à main nue. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il faut enlever le mot attaquer. Les mains nues ne peuvent pas attaquer. Ah oui, posez-vous la question. Nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Nous pensons qu'il faut le dialogue. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une guérilla urbaine aux mains de M. Ouattara. Et cet homme a fomenté toutes sortes de complots, a épousé toutes sortes de rébellions absolument insupportables, comme celle qui est venue du nord du pays, où se sont pratiquées les plus grosses fraudes électorales. Car c'est un homme qui a été en quelque sorte introduit par les instances internationales, et notamment par les Nord-Américains et les Français, depuis de très nombreuses années. Monsieur le Président, est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans
la parole d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy exclut toute intervention des 900 soldats français déployés dans le pays pour contraindre le sortant Laurent Gbagbo à céder la place à Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. Excusez-moi, je n'ai pas envie de parler de ce monsieur. Quand le moment sera venu, nous parlerons certainement. Il fallait qu'il laisse les Ivoiriens résoudre leurs problèmes. Quand l'extérieur intervient, il aggrave les choses en donnant des armes. Sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire. Hier lundi, la France est rentrée directement en guerre contre nous. Les canons français ont ouvert une brèche, mis le feu au bâtiment, forçant Gbagbo à la reddition. Et la France s'est mêlée de tout cela, est intervenue de manière militaire et elle a fait en quelque sorte que M. Gbagbo soit embastillé. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que la France a outrepassé le mandat que lui donnait la résolution de l'ONU? Ah ben écoutez, moi je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Et, visiblement, ils ont eu l'assentiment de l'ensemble de cette fameuse communauté internationale de prendre le pouvoir à Abidjan. Comment est-ce que vous imaginez, Président Gbagbo, comment est-ce que vous imaginez la sortie de cette crise? Comment est-ce que vous la voyez? Oh, vous savez, pourquoi vous me posez cette question d'ailleurs? Parce que j'essaie d'imaginer comment les choses vont se passer dans les heures qui viennent. Oui. Attends, je suis un peu occupé là. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à mourir? Oh, je crois que un homme qui vit et qui ne pense pas à la mort ne vit pas. Non, 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 je ne cherche pas la mort. L'escalier qui mène au sous-sol, au bunker. Si la mort arrive, elle arrive, hein, elle arrive. Mais c'est pas mon objectif, ça, mourir. Ma voix n'est pas une voix de martyr. Moi, je ne suis pas un kamikaze. Hein. J'aime la vie. Merci, Monsieur le Président. Longue vie à vous alors. Merci beaucoup. Merci de me souhaiter longue vie. Allez, merci. L'arrestation s'est produite quelques minutes plus tôt. Les hommes de l'armée républicaine avaient comme consigne impérative de prendre Gbagbo vivant. Mais on le protège, on l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. Ah. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Et que pensez-vous du rôle qu'a joué la France en Côte d'Ivoire? Non, non, je ne suis pas d'accord avec ce que la France et l'ONU a fait en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas comment un litige électoral en Côte d'Ivoire entraîne l'intervention directe de l'armée française. C'est pour dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Et pas de coup. Et pas de coup. Allez, coup, c'est. Il n'y a pas que nous ne faisons que pleurer. Qui a soutenu le président Gbagbo? Personne. J'étais révolté de voir que le monde entier se réunit pour dépouiller un homme qui a gagné de haute lutte un pouvoir qu'il exerce. Nous sommes les plus faibles.
Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie. Bâillonné, muselé, aucune lame, non. Aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire? Quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées, et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Quand le crime court de victoire en victoire et d'Assis au Balin, de Pretoria à Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands pour fondre sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, le bien de l'Afrique. Mon crime vouloir le bien des Burmis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménote le nègre insoumis, pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Korogo à la haie, et gazé Sobana, 11 avril, sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée. J'ai continué à suivre un peu les événements de Côte d'Ivoire jusqu'aux événements de 2010 et l'arrestation. Et là, j'avoue que j'ai été quand même assez stupéfié, quoi. Parce que je me disais, ça y est, les brigands sont à Abidjan. Communiqué du parquet. Les juges de la Cour pénale internationale ont émis le mercredi 23 novembre 2011 un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo. Ce mandat d'arrêt, lui, a été notifié par le procureur de la République d'Abidjan Plateau ce mardi 29 novembre 2011 à Korogo en présence de ses avocats. Fait à Abidjan le mardi 29 novembre, le procureur de la République, M. Kwadwo Simplice. Quand vous avez vu le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, vous n'avez pas du tout apprécié? Non, non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi à La Haye? Le corps international a déjà pris position contre lui. Maintenant, il est à La Haye. C'est pénible pour l'Afrique, à mon avis. Laurent Gbagbo dans le box des accusés devant la Cour pénale internationale de La Haye. Monsieur Gbagbo, s'il vous plaît. Mes collègues et moi avons besoin de savoir comment cela est exigé par l'article 60 du statut de Rome, si vous avez été informé des crimes qui vous sont reprochés. Oui, madame, j'ai été informé. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous relise les crimes qui vous sont reprochés dans le mandat d'arrêt? Je pense que ce n'est pas nécessaire, madame. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur Gbagbo, la Chambre doit aussi s'assurer que vous avez été informé de l'ensemble de vos droits tels qu'ils sont accordés par le statut de Rome. Bien, vous savez que la position africaine est bien connue. Premièrement, nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Nous luttons contre l'impunité, comme partout ailleurs. C'est clair. Nous ne sommes même pas contre la Cour criminelle, contre la Cour pénale internationale, puisque cette Cour, il y a 31 pays africains qui sont membres de la Cour. Même maintenant, avec la Tunisie, je crois 32.
Et si donc nous quittons la Cour tombe. C'est vous dire que nous ne sommes ni contre la justice, ni contre la Cour. Nous sommes contre la manière dont la justice est rendue. Puisque le procureur qui est là, on dirait qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes. Il ne condamne que des Africains. Il ne juge que des Africains. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe ailleurs dans le monde? Est-ce que ça veut dire qu'au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie, il n'y a rien? Il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes? Pourquoi il n'y a personne d'autre de juger que des Africains? C'est la question que l'on se pose. Ah oui, posez-vous la question. Permettez-moi de vous dire que je me suis rendu aux États-Unis. Et là-bas, tout le monde, les Américains me demandaient pourquoi vous ne respectez pas la Cour internationale de justice. J'ai dit, venant de vous, Américains, vous avez refusé de faire partie de la Cour criminelle internationale. Vous avez dit, nous, Américains, on est au-dessus de la loi internationale. Et vous avez même dit, aucun Américain ne doit être jugé en dehors du territoire américain. C'est clair. Si donc moi j'ai dit un jour, aucun Africain ne doit être jugé en dehors du territoire africain, est-ce que j'ai dit quelque chose qui est différent de ce que vous dites? Pourquoi au lieu d'encourager le gouvernement américain à être membre de la Cour internationale de justice, vous êtes en train de nous dire, nous ne respectons pas la Cour internationale de justice? Il a été aussitôt organisé contre M. Laurent Gbagbo une sorte de pression internationale et il est aujourd'hui traduit devant le tribunal pénal international alors que son pays n'a pas signé les clauses de ce tribunal pénal international. Si l'on procède de cette manière, il y a un certain nombre d'Américains qu'il faudrait arrêter et envoyer au même tribunal, on ne le fait pas. Ah oui, posez-vous la question. On se pose des questions que vous devez vous poser. Nous allons démontrer que M. Gbagbo et les forces placées sous son contrôle sont responsables des morts, viols, blessures graves et de la détention arbitraire de citoyens respectueux de la loi, d'innombrables civils qui ont été perçus comme des partisans de M. Ouattara. On demande simplement de dire le droit et non pas de faire de la politique. La politique qui a été appliquée en Côte d'Ivoire est une politique impériale. La France s'est immiscée dans la discussion rude qu'avait entre les Ivoiriens et à cette discussion à laquelle elle n'aurait jamais dû se mêler. Il fallait respecter de manière extrêmement scrupuleuse l'indépendance des Ivoiriens. On se pose des questions que vous devez vous poser en n'écoutant pas seulement certains de nos collègues de la presse ici qui ne voient qu'un aspect du problème. Moi j'avais la presse tous les jours qui arrivait et souvent on ne comprenait pas pourquoi il y avait ce parti pris qui était affiché en permanence contre la Côte d'Ivoire du président Gbagbo. Je me souviens très bien qu'avoir eu la rédaction en chef de RFI qui m'avait dit mais de toute façon nous on est complètement anti-Gbagbo et on continuera sur cette ligne-là. Figaro Magazine avait sorti un article absolument dévastateur contre Gbagbo où il le présentait comme une espèce de grand enfant jouant avec les populations. Le Monde, c'était pareil, Libération, j'en parle pas. Donc il y avait une sorte de consensus dans les médias français contre Gbagbo, médias français qui d'ailleurs était totalement absent de la Côte d'Ivoire. Alors à part le bureau de France 2, à part l'AFP et à part RFI, les journalistes français venaient passer 2-3 jours à Abidjan, se faisaient a priori une idée de la situation et repartaient. Ou quand on proposait à des journalistes français d'aller voir les Forces Nouvelles ou d'aller voir un petit peu avec qui on était amené à négocier, c'était non, quoi. Je veux dire, d'emblée, non, ce sont des gentils, ce sont les pauvres, ce sont les faibles. Donc nous, on veut détruire le système Gbagbo, qui est un système fasciste, autoritaire, etc. Enfin, c'était une vision a priori de la situation. Je crois qu'il faut vous poser toutes ces questions pour que nos camarades qui sont là, qui ne sont pas méchants, mais qui ne voient qu'un aspect de ce qu'il se passe, qui regardent l'Afrique avec des lunettes, comprennent qu'il y a des problèmes. Merci.
Monsieur Blé-Goudé, est-ce que vous avez des observations à formuler là-dessus? Oui, Madame la juge. Merci, Madame la juge. Je voulais d'abord dire que je suis content d'être là, dans l'affaire qui m'oppose au procureur, pour que la vérité soit sue, afin que cessent les murmures. Madame la juge, contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais m'adresser à M. Gbagbo et lui demander de bien vouloir se présenter. Le microphone. Madame la Présidente, moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ah oui, posez-vous la question. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. C'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, il ne faut pas que l'Afrique tombe. Merci. Je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale depuis votre arrivée à La Haye. Je vous prie, monsieur, de vous lever. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. La résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence. Une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. Le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro, il a été sévèrement blessé. Mardi, on a appris sa mort. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu battu. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils.
J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu et j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. Je suis sous le choc. J'ai appris par les médias que l'État de Côte d'Ivoire a refusé d'accorder une assistance médicale à celui qui était le messie de ce pays, à défaut de débloquer ces comptes qui ont été arbitrairement bloqués. C'est une méchanceté comme cela ne s'est jamais vu en Côte d'Ivoire, et c'est la preuve que ceux qui nous gouvernent détermineront un jour leurs origines, parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas être aussi cruel que ceux qui font office d'autorité dans ce pays, que je conteste, parce que moi je ne les considère même pas comme des autorités. Je pleure, Boum Babré. Je fais un budget sécurisé pour dire comptons sur nos propres ressources. Décédé le 11 janvier dans un hôpital de Jérusalem, en Israël, à la suite d'une grave insuffisance rénale, la dépouille mortelle de l'ancien argentier de Laurent Gbagbo, Paul-Antoine Gbagbo, est arrivé ce vendredi 13 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Merci Boumbabré pour le combat qu'il a mené. Mais là où il va partir, qu'il sache qu'il y a toujours des patriotes comme nous pour mener ce combat jusqu'au bout. Pour la liberté de l'Afrique totale, nous serons prêts. Même pour affronter le diable, nous allons le faire. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire se reconnaîtra. Les morts se reconnaîtront. Les patriotes se reconnaîtront ta valeur. Merci. Merci mon ministre. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci. Continue. Le combat va continuer. L'Afrique, pour le combat va continuer. Le combat va continuer. Merci. Merci mon père de reconnaissance. Nous ne faisons que pleurer. Mais je suis convaincu que c'est la fin du brisement que Dieu a accordé à la Côte d'Ivoire. Aucune bénédiction ne peut venir dans un pays sans un minimum de brisement. Dieu a choisi Boumbabré pour terminer le brisement, et la Côte d'Ivoire va connaître sa bénédiction. Elle sera débarrassée de tous ces criminels qui font pour le moment office d'hommes politiques. On fera quand même notre route. Les conditions de l'arrestation sont celles-là. Là aussi, je vais m'arrêter parce que ce n'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. Mais je vais dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces
d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril, et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Mais bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. Voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. On peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. Je m'adresse maintenant à l'équipe de la défense. Est-ce que vous avez des observations à formuler là-dessus? Quelqu'un est accusé, avec tous ses droits, on peut le mettre en prison. S'il est reconnu coupable, il est condamné. La prison n'est pas un instrument pour briser le moral de ses adversaires politiques. On n'utilise pas la prison pour cela. Les choses pouvaient se faire dans les règles de l'art. J'estime qu'on peut faire la politique avec élégance, avec sagesse. Je vous remercie. Je vous remercie. Maître Altit. Merci Madame le Président. Le Président Gbagbo voudrait s'adresser à la Chambre. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, toute ma vie, j'ai lutté pour la démocratie et c'était au moment où nous ne savions même pas si le mur de Berlin allait s'écrouler. Donc on luttait avec un courage. Mais on était convaincus que nous-mêmes, on n'allait pas voir la démocratie triompher. Mais le mur de Berlin s'est écroulé et nous a aidés à gagner la victoire du multipartisme et de la démocratie. Alors, moi, l'impression que j'ai du gouvernement de Gbagbo pendant la période où je suis en Côte d'Ivoire,
Bon, c'est pas vraiment un gouvernement fasciste, hein, c'est surtout un gouvernement qui essaye de limiter la casse et de pouvoir réussir la réunification du pays. Alors si on estime qu'un gouvernement fasciste, c'est d'autoriser des journaux d'opposition tels qu'ils existaient à Abidjan, d'accord, il y avait de mémoire, il devait y avoir une douzaine de quotidiens, tous bords confondus, qui paraissaient. Je ne suis pas certain que ça soit très antidémocratique. Hein. La démocratie nous aide. Elle donne à chaque individu considéré comme citoyen une voix. C'est pourquoi je me suis engagé dans la lutte pour la démocratie. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de Lomé. Ils ont fait les négociations de Marcoussis et de Kléber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1, Accra 2, Accra 3, sous la présidence de John Kufuor. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de Thabo Mbeki. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria que j'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale pour que Alassane soit candidat. Parce que ça empoisonne la situation. Je pense sincèrement que le président Gbagbo a toujours voulu construire, en tout cas maintenir l'unité du pays. Et que c'était son objectif. Et je pense qu'il n'a pas eu d'autres objectifs politiques que ça. C'était de maintenir l'unité du pays et surtout d'éviter la partition. À Pretoria, en 2005, nous nous sommes retrouvés, Thabo Mbeki, Konan Bédié, Ouattara et moi-même. J'ai demandé à Ouattara de faire la traduction, la traduction entre Thabo Mbeki et moi. C'est là que je leur ai dit que ça ne me gênait pas que Ouattara soit candidat. Ce jour-là, j'ai pris l'article 48 de la Constitution. C'est comme l'article 16 de la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Et j'ai permis à Ouattara et à Bédié, Konan Bédié, d'être candidat. Quand M. Gbagbo fait appel à Guillaume Soro comme Premier ministre, enfin, je veux dire, il faut quand même imaginer ça, c'est-à-dire que le leader des forces nouvelles, de l'opposition, dans une volonté d'apaisement, eh bien, il rejoint le gouvernement et il est appelé comme Premier ministre. Il faut rappeler aussi que pendant toute la période où M. Gbagbo il est au pouvoir à Abidjan, les ministres des forces nouvelles, c'est-à-dire ceux qui défendent la zone nord, ils habitent à Abidjan. Ils sont accompagnés et ils sont protégés par les forces loyalistes, par les forces de M. Gbagbo. Enfin, ça, on l'a oublié. Je veux dire, si jamais on pensait que M. Gbagbo était un véritable fasciste, il les aurait enfermés en prison tout de suite. Il les aurait capturés. Or, c'était des gens qui pouvaient circuler librement. Ils étaient sous protection parce que c'était normal, mais ils n'étaient pas en résidence surveillée. Je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. La lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Je n'ai jamais cru ça. Nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Et donc quand j'ai demandé qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. J'ai lancé un appel, j'ai dit, je leur tends la main. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand j'ai dit à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder.
il devait sauter dessus. Oui, normalement il doit sauter dessus. Ah, voilà, Gbagbo, il a commencé à comprendre, il dit on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais il doit venir, on va compter. S'ils avaient gagné, ils allaient accepter que tout le monde entier vienne pour me faire honte. Parce que si le monde entier vient et qu'on recompte, on regarde les bulletins, c'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Mais les gens n'ont qu'à venir, on va compter. On va regarder. Ils n'ont pas gagné. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. J'ai suivi ces débats. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. En disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, madame, c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. La question est là. Qui a gagné les élections? Donc, si des gens viennent de milliers de kilomètres pour dire c'est lui qui est le chef, il y a quelque chose. Pourquoi il y avait ce parti pris qui était affiché en permanence contre la Côte d'Ivoire du président Gbagbo et contre les Ivoiriens? C'est quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. Voilà la situation. L'Europe n'a pas de matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, le grand propriétaire des matières premières. Ce sujet est au cœur de tous les débats depuis des années. Posez-vous la question. L'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Depuis le début de la crise, qui en 3 ans a conduit à plusieurs reprises l'économie mondiale au bord de l'effondrement, je ne vous ai jamais dissimulé la vérité sur sa gravité, ni sur les conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat. Cette crise, qui sanctionne 30 années de désordre planétaire, cette crise inouïe, sans doute la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, cette crise n'est pas terminée. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, il ne s'agit pas de nier les difficultés que nous traversons. et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, c'est le chômage généralisé. Quoi, j'appelle tous les décideurs des entreprises et de l'économie à tout faire pour préserver l'emploi. À tout faire pour préserver l'emploi. Tel doit être notre but. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. La crise est grave, les circonstances sont exceptionnelles, les décisions doivent être à la mesure de cette gravité. C'est un devoir auquel je ne me déroberai pas. Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être sûr que j'assumerai jusqu'au bout et en totalité, et que je n'aurai de cesse d'agir au nom de l'intérêt général. Mon devoir est de faire face. Mon devoir est de faire face. J'ai confiance dans les forces de la France. Avec nos partenaires européens, nous serons plus forts pour y faire face.
au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Tout le monde a envie de mettre la main sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est plein de ressources naturelles, c'est quand même aussi ça. Hein. Et à la fois au nord et au sud, il y a le cacao, le café. Et donc c'est un peu un pari politique perpétuel. C'est-à-dire je parie sur qui pour que mon bénéfice à la fin de la crise soit entier et voire même il s'accroît davantage. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Avec bien sûr la bénédiction du pouvoir politique en France. Qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes. Ce qui devait être fait a été fait par le gouvernement. Car si tant de pays ont connu des difficultés insurmontables, la France a tenu, elle a résisté. Et la pire des options, quand on décide trop tard, le prix à payer est plus cher, les souffrances plus grandes. La France a su préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est que nos enjeux économiques soient intacts. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, évidemment, les médias français, les journalistes vont dire, vont s'attarder sur les jeunesses patriotes, sur la pauvreté des populations, sur le terrorisme des collaborateurs du président Gbagbo. Mais combien de papiers ont été faits sur la mise à sac des plantations de cacao, combien de papiers ont été faits sur l'investigation de plus en plus grandissante des compagnies américaines dans le marché du café? Rien. Donc si vous voulez, c'est le parti pris, il est là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est qu'on en revient toujours à la même question fondamentale. Qui a gagné les élections? Donc il faut être extrêmement prudent sur les conclusions à tirer. Quand on aura tout fini, quel que soit le résultat, quel que soit ce que vous déciderez, j'enverrai un lot des livres de Gbagbo au bureau du procureur. Je vous enverrai un livre des livres de Gbagbo. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Fait. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous sommes arrivés au terme de l'audience des premières comparutions de l'affaire. Et je voudrais demander aux agents de sécurité d'attendre la sortie des juges avant qu'ils n'escortent M. Gbagbo en dehors du prétoire. L'audience est levée. Il surprend à chaque fois. Parce que là où vous croyez qu'il se trouve, il n'est plus là-bas, il a dépassé ça. Laurent Gbagbo dans le box des accusés. Il n'est plus là-bas, il a dépassé ça. Ah oui, posez-vous la question. J'entends depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, à tort et à travers, je lis que le président Gbagbo, c'est fini. Nous sommes encore dans le temps de Gbagbo. Non seulement c'est pas fini, mais ça n'a pas commencé. La lutte finale, cette lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Imaginez-vous la révolte des jeunes exploités par d'autres. Est-ce que vous êtes présent? Je suis là, mais je compte sur vous. Est-ce que vous êtes présent? Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Une certitude, les partisans de l'ancien président ne comptent pas abandonner leur chef dans cette épreuve. Ce n'est pas un étonnement pour moi. Quand nous avons commencé à gouverner, on nous a attaqués. Ce sont les mêmes jeunes là
qui sont venus faire barrage avec leur corps, soit face à la rébellion, pour ne pas qu'elle avance, soit face à l'armée française. Comme c'est eux mes juges, ça veut dire que je suis toujours, selon eux, dans le droit chemin. Qui a gagné les élections? La vérité se trouve dans vos mains et c'est vous qui aurez à trancher. Le cri de la liberté. Alors, bullshit. Libérez Gbagbo. Gbagbo Laurent. Il est innocent. Faut libérer Gbagbo. La vérité se trouve dans vos mains et c'est vous qui aurez à trancher. Le FPI a annoncé vendredi dernier qu'il ne participerait pas aux élections locales prévues en avril 2013. La formation d'opposition demande un report du scrutin et la mise en place d'une nouvelle commission électorale. La vérité se trouve dans vos mains et c'est vous qui aurez à trancher. Nous restons accrochés à notre volonté de vivre en démocratie et en liberté. La vérité se trouve dans vos mains et c'est vous qui aurez à trancher. Est-ce que vous avez des observations à formuler là-dessus? Madame, je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je vous écoute. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. J'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Moi, je vous remercie. J'ai fait mon travail. Et j'assume complètement ce que je vais dire. Je crois que Laurent Gbagbo était un homme d'État. La crise là, c'est pas une bonne chose, mais en même temps, on dit à quelque chose malheur est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça vous montre. Ça vous montre. Parce que ça vous montre ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Le monde économique et financier puissant, apparemment irresponsable. Tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Voilà la situation. Depuis 10 ans, la France, à cause de politiques qui n'ont pas été conduites, elle a accumulé des dettes. Depuis 10 ans, elle perd ses emplois, et notamment dans l'industrie. Il y faut de la constance, de la ténacité, du courage, mais aussi de la rapidité dans la mise en œuvre, parce que les Français ne peuvent pas attendre. Tel doit être le mandat, et j'y veillerai. Cette ligne de conduite, elle ne peut pas dévier en fonction des circonstances. La lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusils. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation des mêmes groupes économiques financiers puissants, ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue
à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale. Les gens pensent que la guerre, c'est forcément les armes. Mais quand vous affamez les gens, les ferments de la guerre sont là. Et c'est vrai. L'homme qui a faim n'est pas libre. Posez-vous la question. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, et ce n'est pas facile de régler cela malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où? Posez-vous la question. Vous le savez vous-même. Les ferments de la guerre sont là. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? À terme, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci? Pour conclure. Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres.